Yo, je m'appelle Johan, je vais faire un bilan sur l'américaine, le dragon trop lent. Yo. J'aurais pas dû faire ça. Bonjour. Série Disney que je comptais rattraper depuis pas mal de temps parce que j'avais suivi ça de façon très par petites bribes avant et j'avais pas mal d'espoir sur ce que ça pouvait être et au bout du compte c'était pas trop ça. Je fais pas exprès de tomber sur des déceptions à chaque fois que je démarre une nouvelle série. J'y vais en espérant avoir quelque chose qui me plaise ultimement et là c'était tout juste tout correct. Mais ça aurait pu être bien plus. Bien plus à partir d'un concept assez simple mais efficace. C'est une espèce d'ado dragon qui doit protéger New York et surtout faire attention à toutes les créatures magiques et qui vivent pour pas être repérés. Même s'ils font absolument aucun effort pour que ça se fasse ça. Mais bon, c'est intéressant comme idée. Ça peut promettre pas mal de confrontations qui peuvent être bien. Vraiment, d'autant plus qu'on essaye d'appuyer des fils rouges, hein, c'est pas juste le petit délire du jour et puis on passe à la suite, c'est majoritairement ça, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est majoritairement la petite péripétie du moment et puis on passe à la suite, mais il y a quand même des fils rouges qui sont instaurés là-dedans et c'est plaisant sur pas mal de points, mais ça ne rend pas aussi bien que ça le pourrait à cause de petits soucis d'écriture et de facilité très grossière qui n'élèvent pas cette série très haut. Tout juste correct, comme je l'ai dit, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et donc pour entamer ce bilan, parlons des points positifs, points négatifs. Le premier point positif étant bien évidemment l'univers, ce qui m'a attiré dans American Dragon, le concept même d'avoir un ado dragon et cette ribambelle de créatures, cette créativité derrière avec leur façon d'aborder différentes mythologies. Et ça, j'avoue que c'est toujours plaisant à découvrir, c'est plaisant de voir cette diversité très prenante, la façon dont on s'organise un tout petit peu dans différents coins autour de New York, mais pas exactement à New York, pour que ça puisse vivre un petit peu en harmonie, tout ce tout team, c'est cool. Franchement cool dans l'idée, c'est ça qui attire au départ, et je trouve que à plusieurs moments c'est illustré de façon acceptable, visuellement en tout cas, et dans les concepts. Et avec cette diversité via une action assez créative également, j'irais pas dire que c'est un point positif énormissime, mais je tenais à l'appuyer parce que sinon ça aurait pas fait beaucoup de points positifs que j'aurais mis en place, parce que ouais, à plusieurs moments j'ai le sentiment que ça va trop vite, qu'on donne pas le temps à pas mal de ces confrontations. Néanmoins, étant donné qu'on jongle avec de nombreuses créatures en tout genre et de nombreuses capacités, et de nombreux objets magiques, et bien ça donne beaucoup de créativité, d'inventivité dans les scènes de combat, les scènes d'action en règle générale qu'il faut résoudre. Et j'aime beaucoup qu'on joue sur les possibilités de cet univers pour créer un grand nombre de configurations à déjouer, à régler, parce que ça peut également partir sur la technologie en tout genre avec les ennemis qu'ils affrontent. J'aime beaucoup ça, avec cette diversité vient une recherche dans l'action qui est pas négligeable, qui vaut un petit peu le coup. Néanmoins, je pense que le point positif à m'avoir le plus plu, c'est les nombreuses interactions entre personnages concrets. Les interactions, je dirais, plus que les dialogues. Il y a quelques dialogues qui passent bien, qui sont intéressants, mais c'est surtout les liens concrets et pas mal de naturel qu'on arrive à faire passer avec ça, notamment au niveau de notre famille centrale avec Jake et sa sœur, Jake et son père, Jake et sa mère un petit peu moins, et son grand-père. Bon, je vais avoir quelques petits problèmes avec le grand-père de Jake, mais ils ont quand même une petite dynamique qui passe à 2-3 moments. Et pas que ça, évidemment, il y a Jake et Rose, pour moi, le point le plus réussi de cette série, sans conteste, la relation entre Jake et Rose, qui est parfaite à une exception près sur laquelle on reviendra plus tard. C'est beaucoup de duos bien pensés en termes d'alchimie, pas forcément d'alchimie qui fait des étincelles, ça peut aussi péter un petit peu, mais d'alchimie qui marche bien, même en termes de rivalité. La dualité entre Jake et Rothwood, j'aime beaucoup ça. Le fait que Talent Tracy ait tendance à se
taquiner de façon assez claire, ça donne quelque chose en termes de dynamique. Ces différentes interactions, ces liens que vous avez créés sont ce qui fait le sel de la série et que j'apprécie un petit peu sur ça en dépit des nombreuses grossièretés qu'il y a. Parce que, évidemment, certains dialogues sont pas géniaux et des fois, bien entendu, des interactions marchent pas. Mais il y a une grande majorité qui sait vraiment rendre justice à certains enjeux aussi bas qu'ils puissent être par moment pour que ça laisse intriguer, ça laisse intéresser parce que cet univers a à proposer, pas juste en termes de concept, de visuel, d'action, mais aussi en termes de lien. Néanmoins, dans ces interactions vient le point positif le plus problématique pour moi, celui de la considération de poids de mesure. Dans les différentes confrontations qu'il peut y avoir entre nos personnages, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, quelqu'un peut avoir fait des bêtises un peu trop malheureusement, et ben on a tendance à avoir ce côté deux poids deux mesures dans la façon de traiter la chose qui peut être particulièrement irritante à de nombreux moments. Il y a le cas le plus évident pour moi, c'est Jake qui beaucoup trop souvent, malheureusement beaucoup trop souvent, fait la hurie et envenime la situation, voire la provoque carrément, ce qui est pire, et selon l'épisode, eh ben, il va soit être un tout petit peu réprimandé, soit ça va être très grave. Soit des fois on dira, oh c'est bon, c'est pas grave, ah, ça peut arriver à tout le monde. C'est ce genre de deux poids deux mesures très irritant qu'on a dans les considérations et vraiment certaines leçons qui sont données alors que il y en a d'autres qui le mériteraient plus, hein. Je suis un peu penché là-dessus, mais j'ai un problème particulier avec un certain personnage qui dit à quelqu'un qu'il doit pas mal se comporter dans ce qu'il fait, alors qu'il donne un très mauvais exemple et c'est censé être lui le maître. On en parlera un peu plus tard, ça aussi. Ce genre de détails particulièrement irritant dans cette approche. Et c'est pas juste la réprimande, c'est la considération personnelle de la personne aussi, quoi. Des fois, Jack peut faire quelque chose d'horrible et se dire ah juste j'ai un peu merdé mais je corrige ça et on s'en fout. Et des fois, il peut faire quelque chose de relativement minime et se dire mon Dieu, mais comment j'osais faire ça, hein. Ça m'irrite beaucoup, ça. Ce deux poids de mesure particulier qui alourdit pas mal le truc. Ce qui alourdit également le truc, c'est le ton très immature que se donne la série à de nombreux moments. Alors, c'est pas tout le temps. On va dire que c'est une fois sur deux, quelque chose comme ça. Parce que je parle pas d'un ton un peu enfantin, très familial, un peu plus pour enfants. Ça, je me doute bien qu'en suivant une série comme ça, je peux tomber là-dessus. C'est le fait que ça tombe très en dessous de la ceinture et vraiment les blagues pipi caca, quoi. Le premier épisode en est l'exemple le plus frappant où on a beaucoup d'humour en dessous de la ceinture, d'humour toilette, d'humour dégueu, et c'est... Même si vous me dites que c'est pour enfants, vous pouvez aller vous faire mettre. Les enfants méritent qu'on les respecte et qu'on leur donne de meilleurs standards. Et si c'était qu'un épisode comme ça, mais il y a régulièrement ce besoin de faire de l'humour ras des pâquerettes, l'humour prout, ce genre de choses. Et des fois, vraiment, ça part dans le dégueu de façon abusée. Et on est censé trouver ça marrant. Non, c'est juste dégueu. En tout cas pour moi. Et oui, c'est très irritant d'avoir régulièrement, pas tout le temps heureusement, hein, c'est on va dire un épisode sur trois, mais quand même un épisode sur trois où on a droit à ça régulièrement, c'est pas rien, et ben ça fait partie de ces moments qui appauvrissent grandement l'expérience. Mais ce qui l'appauvrit plus pour moi, c'est le fait de ne pas savoir suivre les idées qu'on a. Il y a beaucoup d'idées, de concepts, notamment dans les fils rouges, qui sont instaurés, qui sont très bons dans cette série, mais qu'on ne suit pas bien et auxquels on ne donne pas suffisamment de force. Il y a un concept qui aurait pu aussi être mis dans le principe de considération de poids de mesure, du fait que Jack se sent complètement pesé
par son devoir. Et des fois, il n'a pas le temps d'avoir sa vie normale à cause de ça. Mais c'est un épisode sur deux. Et franchement, c'est pas bien suivi à de nombreux moments. J'ai pas l'impression qu'on veuille vraiment nous donner cette impression que c'est quelque chose de cumulatif et on est censé ressentir ce moment un petit peu fort lorsqu'Hailey lâche quelque chose à la toute fin, avant-dernier épisode, qu'il y a une consécration. Je trouve que c'est pas suffisamment réussi dans la façon dont vous avez instauré ça pour que ça marche. Mais bon, là, vous allez me dire, ok, t'exagères un petit peu, on y pense un petit peu sur le détail, mais il y a beaucoup d'éléments où on va pas plus loin que ça, où j'ai vraiment le sentiment que vous avez complètement oublié les choses en cours de route. Rien que sur le personnage de Chang, par exemple, l'ancienne amoureuse, point d'interrogation, j'en viens à poser, de Lao Chi de son époque, et ben on découvre que c'est une traîtresse qui bosse pour le dragon noir, pour la montée de la race des dragons comme supérieure. Et c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir un conflit à poser entre ces deux-là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Déjà, cette espèce d'histoire de Lao Chi jeune, etc., ce qui a amené cette confrontation avec le dragon noir, on ne développe rien au-delà d'un demi-épisode, ce que je trouve beaucoup trop peu. Mais la relation avec Chang, on s'en fout royalement, on l'appuie à peine. Et c'est un gâchis total, notamment aussi avec Chang, il y a l'Australian Dragon que Jack rencontre, ils ont une rivalité, et à la fin ils finissent par se respecter vaguement un peu l'un l'autre. Le truc intéressant avec Chang, c'est que c'est un petit peu son apprenti, et au moment où on découvre que Chang bosse pour le Dragon Noir la première fois, nos héros ne le découvrent pas, c'est pas tout de suite que ça vient. Un truc qui aurait pu être intéressant, c'est d'appuyer ce que Chang voulait faire, c'est-à-dire, elle l'appuie dans cet épisode-là, qu'elle veut faire en sorte de mettre l'Australian Dragon à leur cause. Mais on le revoit plus, il apparaît plus après ça, ou alors vaguement en arrière-plan, histoire de dire il existe, mais il n'y a plus rien avec le personnage. Et ça c'est des trucs, c'est un gâchis de potentiel. Vous mettez quelque chose en place et vous n'en avez plus rien à foutre. Mais il y a des fois où ça devient juste de la grosse incohérence du TGCM. Il y a un moment au tout début de la saison 1, un truc que j'ai gardé sous le coude en disant allez, peut-être que ça va être justifié par la suite. Ted, qui de nulle part connaît une espèce de sort magique, de formule magique qui permet de renfermer un djinn. Alors, sur le coup, c'est super Zarb. D'où il connaît ça, d'autant plus qu'à ce moment-là, il sait pas que Jack est un dragon. C'est vraiment dans les tout débuts de la saison 1. Et ben, moi, je me suis dit, je vais leur faire confiance. Ils vont donner une explication à ça. Peut-être qu'il a des ancêtres magiciens qui sont liés au monde de la magie. Et donc, voilà, c'est un de ses descendants, un de ses ancêtres qui lui a enseigné ça sans qu'il s'en rende compte, quelque chose de ce genre-là. Ça aurait été logique, ça aurait pu faire le lien avec d'autres choses, mais on s'en bat les couilles, hein. On n'a pas d'explication à ça, et c'est juste de la grosse chatte que Ted sache ça. Mais vraiment, c'est insupportable. Et qu'est-ce qu'on a à la place? Bah tout d'un coup, on dit que Ted est un putain de génie qui s'en cache. Et ça sort de nulle part. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cet épisode centré sur Ted qui était un génie qui s'en cache? Après coup, on s'en bat les couilles. Oh, on ne développe pas ça plus que ça après coup, quoi. C'est quelque chose d'irritant. Vous ne faites rien pour développer énormément de vos concepts. Même quand vous passez sur un autre concept, vous prenez pas le temps de développer ce nouveau concept. C'est chiant. Et les quelques rares trucs que vous développez, c'est même pas bien fait, quoi. Par exemple, la relation entre Ted et Stacy. J'aime beaucoup parler de Ted tout de suite. Et ben, c'est une grosse blague pendant les 12-13 épisodes où on passe du temps là-dessus. Et à la toute fin, on est censé se dire, en fait, il y a une relation à concrétiser véritablement là-dedans. Alors que c'était beaucoup plus logique de partir sur la conclusion qu'il n'y a aucune chance avec elle, vu qu'elle n'a jamais été attirée par lui et qu'elle le trouvait toujours dégueulasse. Mais non, ok. Logique. Ouais, c'est la conclusion que je rêvais depuis tout ce temps, dites donc. Après, je dis pas qu'il n'y a rien qui est développé, mais franchement, je trouve que c'est irritant d'en faire aussi peu, vraiment. Et c'est tous ces détails qui font que cette série est un gâchis, parce qu'il y avait le potentiel de faire quelque chose de bien si vous aviez été plus rigoureux sur ce que vous racontiez.
en évitant des épisodes qui ne servent à rien et en développant plus certains points, en jouant un peu plus sur un fil rouge, dans un sens, et en faisant un peu plus gaffe à une sorte de consistance dans la considération des actes, ça aurait été une vraie bonne série telle qu'elle, c'est juste correct. Et franchement, ça aurait pu être plus. Mais bon, voilà, ça c'est le bilan global. Maintenant, parlons un petit peu des détails. Bon, niveau arc, c'est un petit peu difficile à préciser. Il y a techniquement que 2 saisons. Et il y a beaucoup d'épisodes qui sont juste un coup comme ça, quoi. Donc, ce serait difficile de situer ça en arc, mais j'ai envie de dire que je préfère la saison 1 à la saison 2. La saison 2 a un peu plus d'épisodes notables, marquants, mais en bien comme en moins bien, en fait. Donc, je préfère la saison 1. Néanmoins, si je devais dire un arc filé véritablement, au-delà de saison 1 et 2, l'arc des chasseurs et comment il se termine dans l'épisode 20 de la saison 2 est clairement le plus intéressant. Le plus mauvais, peut-être l'arc du dragon noir dans un sens, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui manquent de développement pour que ce soit si prenant que ça, mais c'est histoire de dire. J'aurais pu aussi dire l'arc de Rotwood, mais au moins il y a quelque chose avec Rotwood, quoi. Et ça donne pas l'impression d'être un gros morceau, quoi. Enfin bref, voilà, c'était rapidement pour parler de ça. On va parler maintenant des personnages, en commençant par les secondaires. Ou plutôt non, on va commencer par les méchants. Il y a pas mal de méchants de passage, des méchants qui n'ont d'apparition qu'un épisode ou deux max. Rapidement, je sais que par exemple, il y a un chef de mafia gobelin ou un truc comme ça qui apparaît sur 2 épisodes, ce qui m'a pas marqué du tout, et c'est ça le principe. Si je devais situer les nombreux persos d'un épisode, j'en aurais pas grand chose à foutre, hein. Il y a véritablement pour moi 4 grands méchants notables à classer là-dedans, c'est-à-dire le chasseur, le maître des chasseurs, le dragon noir et Chang, les deux ensemble on va dire, on va les mettre sur un même pied parce que je pense qu'on la voit un peu plus que le dragon noir, Rotwood et Pandarus. Pandarus étant le plus secondaire, et c'est sans doute pour ça que, quitte à choisir un pire, je prends celui-là. Rotwood peut être drôle, malgré ces moments un petit peu bébêtes, réguliers, fréquents, et le dragon noir, même s'il n'est pas superbement exploité, il a une présence qui marche, quoi. Mais ouais, aussi pour dire que le numéro 1, c'est le chasseur. Bon, sa révélation casse pas la baraque visuellement parlant, c'est juste un mec chauve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais au-delà de ça, ben, c'est celui sur lequel on passe beaucoup de temps. C'est celui qui a la meilleure conclusion de loin, pour moi, parce qu'on prend le temps d'appuyer son lien avec la chasseresse, comment il l'a manipulé, comment il a géré sa vie tout du long. Et donc, plus pour son impact que pour sa présence, je dis que le chasseur est celui qui a été le plus efficace dans l'eau. Après, aucun de ces méchants n'est sensationnel, aucun ne renvoie quelque chose de particulièrement puissant, mais disons qu'on aurait pu faire pire. Ces 4 méchants-là sont assez efficaces. Pandarus, j'ai un peu de mal avec la nouvelle version de la saison 2, mais dans la saison 1, il était un peu plus intéressant. Alors pour le meilleur perso secondaire, ça va être un ex-aequo que je vais mettre, même si pour certains d'entre vous, je pourrais les considérer comme des protagonistes, mais j'estime que c'en est pas à ce stade-là, surtout pour l'une d'entre elles, puisque c'est un duo de filles. Donc c'est Hailey, la sœur de Jake, et Rose, l'amoureuse de Jake. Et bien entendu, pas en même temps. Hein. Donc oui, j'aime beaucoup Hailey, sa personnalité, et je pense qu'à de nombreux moments, elle aurait pu faire un meilleur personnage héros que Jack, franchement. Le côté bonne samaritaine, je fais tout mieux que tout le monde, peut être un petit peu irritant sur le long terme, mais je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus satisfaisant que Jack qui fait encore et toujours les mêmes erreurs, qui doit apprendre de ses leçons. Après, je comprends aussi l'idée. Je comprends l'idée que c'est pas juste le petit génie de la famille, que c'est juste un ado normal, qui justement subit la comparaison avec sa sœur qui est parfaite. Et sa sœur qui est parfaite, elle a tendance à le charrier là-dessus, mais quand c'est important,
elle sait être là pour lui, elle sait être un bon soutien, et elle est très attachante. Alors, j'hésite un petit peu à la considérer comme un perso principal, parce que c'est vrai qu'elle apparaît régulièrement, souvent, mais c'est pas vraiment un perso central du fait que il y a bien un épisode sur deux où elle apparaît pas, franchement, et mais ça manque un tout petit peu de présence par rapport à ceux que j'ai choisis comme étant les persos principaux. Et autant on peut débattre du fait qu'Ellie est peut-être un perso principal, un protagoniste, autant vous me ferez pas démordre du fait que Rose n'est malheureusement pas un protagoniste, alors qu'elle aurait pu l'être. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais non, on va pas se le cacher, il y a de nombreux épisodes où elle n'apparaît pas. Et c'est dommage, franchement dommage, parce qu'elle apparaît toujours dans les épisodes, enfin presque toujours dans les épisodes où elle est centrale à quelque chose, où elle a un rôle très important à jouer dans l'histoire. Contrairement à Ted et Tracy, qui eux sont des protagonistes, on en parlera, qui sont présents tout le temps. Même quand ils ont un rôle secondaire, ils sont présents, ils sont là pour épauler un petit peu. Et c'est le truc que je trouve vraiment dommageable. Rose aurait pu être un personnage récurrent, présent, fréquemment, et qui viendra en elle, même quand elle n'est pas directement concernée, même quand il n'y a pas grand-chose à raconter autour d'elle spécifiquement dans ce cas précis, juste pour appuyer qu'elle est là, elle est présente pour son amoureux, et possiblement ses amis avec lesquels elle aurait pu créer un petit lien à part de ça. Possiblement, je dis ça comme ça, mais non, non. Donc ouais, c'est dommage, ce n'est pas un protagoniste, elle aurait pu l'être, mais en tant que perso secondaire, bon, elle bat tout le monde sans problème, hein. Il y a quelque chose de très touchant dans son histoire un peu tragique avec les chasseurs, comment elle essaye de vivre avec ça, la façon dont elle essaye un petit peu de s'en sortir, de sortir de ce truc-là en essayant de jouer le jeu alors qu'elle se met d'accord avec Jack. Je trouve que ça manquait de développement, ça aussi, ce passage-là, mais au-delà de ça, elle avait quelque chose de très fort, de très puissant avec Jack tout du long, et c'est peut-être aussi dans un sens pour ça que à part un épisode, elle est très efficace et j'ai peu de mauvaises choses à redire sur elle. Sachant que même dans l'épisode problématique, c'est pas vraiment elle le problème pour moi. Vraiment pas. C'est que, oui, elle n'est vraiment montrée que pour ce qui est important pour elle. Dans un sens. De fait, bah, on la sagouine presque jamais. Donc ça aide aussi. Mais ouais, très efficace. Bon, les persos secondaires que j'aime le moins. Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Si vous voyez pas ça venir, vous n'avez pas du tout suivi mes vidéos 88-89, puisqu'on parle des chasseurs. J'aime beaucoup l'arc des chasseurs, c'est la seule grosse tâche sur le tableau. Et vous pourriez me dire, mais ce sont un peu des antagonistes, je ne vais pas les mettre dans cette case-là. Ce ne sont pas de vrais antagonistes, ce sont des chieurs. Ce sont des chieurs qui servent d'excuse pour mettre en place quelques confrontations. Voilà. Dans un sens, oui, je pourrais les mettre en tant qu'antagonistes au même niveau que Pandarus. Dans un sens, j'ai envie de dire, ils sont même plus présents que Pandarus si on compte vraiment la saison 2. Mais dans la saison 2, ce sont des sous-fifres majoritairement. Ils ont 2 épisodes centrés sur eux où ils sont les ennemis principaux. Il y en a un qui passe à peu près parce que c'est pas vraiment sur eux que ça se centre. Et c'est juste les bouffons de service qui doivent être la menace du moment, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Le deuxième, c'est de la merde. Je n'ai pas passé loin de mon flop 3, mais voilà, voilà. Oui, ce sont 2 débilos qui jouent les chasseurs pour faire les cools. Et à la limite, si vous étiez contenté de les faire se barrer à la fin de l'épisode 20, à la fin des chasseurs, en mode c'est bon, on n'y retouchera plus, on passe à autre chose, je me dirais, je peux tolérer vaguement ce genre de merde, mais non, vous avez décidé de les faire revenir et c'était insultant. C'était insultant de mettre en avant 2 blaireaux de cet acabit-là comme antagonistes notables. Je veux dire, il y a des débilus que Jack affronte de façon ponctuelle à 2-3 moments dans la série. Mais jamais à ce niveau-là. Et vraiment, voilà, c'est ponctuel, quoi. C'est juste un débile de service pour faire la menace du moment et puis basta. Le fait que cela soit filé
sur 25 épisodes. Qu'on les voit facilement une dizaine d'épisodes, je dirais. Enfin, tous les épisodes avec Rose dans la saison 2, on les voit. Peut-être un épisode où il apparaît genre 10 secondes et on les voit pas. Mais sinon, tous les épisodes avec Rose, ils apparaissent dans la saison 2. C'est sidérant. Enfin bref, voilà. C'est un gâchis. Pourquoi passer autant de temps sur ce genre de merde et perdre du temps là-dessus alors qu'il y avait beaucoup d'éléments plus intéressants à développer. Je dis rien que sur le principe même des apprentis chasseurs, on a mis en place toute une école là-dessus avec des codes un petit peu clichés, mais au-delà de ça, quelque chose qui pouvait être intéressant, et vous avez préféré vous centrer sur ces deux cons. Allez vous faire voir. Bon, les protagonistes pour finir, et oui, on pourrait débattre, peut-être Kaylee pourrait en faire partie, peut-être le père de Jake, vaguement, si vous voulez. Mais bon, j'ai réduit ça à une liste de 5 qui pour moi coche vraiment totalement les cases pour être qualifié d'héros protagoniste, c'est-à-dire déjà Jake, évidemment. Quand même, si c'est pas lui, ensuite Lao Chi, son grand-père, qui est toujours là pour le suivre, lui faire ses petites leçons. Foo Dog, qui a quelques petits moments de non-apparition. Je pense que c'est celui qui apparaît peut-être le moins. Il y a de temps en temps des épisodes où il apparaît pas, mais c'est genre 3-4 épisodes. Et puis après, Ted et Tracy. Voilà, ces 5 là sont présents quasiment tout le temps dans tous les épisodes, à quelques très très rares exceptions près. Et vraiment, hein, c'est maximum 3-4 épisodes où un de ces personnages n'apparaît pas durant les 52 épisodes d'American Dragon. Donc j'estime que ouais, il mérite le titre de protagoniste. Donc oui, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Allez, je vais vous faire l'ordre du meilleur au moins bon, comme ça ce sera clair. Mon préféré, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Foo Dog. Alors oui, il peut être un petit peu lourdeau dans son approche et son besoin de faire de l'humour, un petit peu lourdeau. Ça vient de l'écriture en général, pas tellement du personnage des fois. Comme je l'ai dit, l'humour toilette, pas génial. Mais au-delà de ça, il a ce côté démonaire qui me plaît bien. Il peut être un petit peu marrant dans ses interactions et il est présent. En dépit de ce qu'on dit dans un épisode où on l'accuse, où Jake l'accuse de ne pas être là pour lui, j'estime que Jake est mal placé pour parler personnellement, mais ouais, il est présent, il a son expertise, son expérience et il apporte quelque chose. Ce qui semble être juste le chien qui est là pour faire des blagues a vraiment toute sa connaissance et son apport pas négligeable. Et vraiment, oui, il sauve les miches de notre héros à de nombreuses occasions. Et on sent qu'il est beaucoup plus coulant que Laochi à cet égard-là, parce que lui aussi il n'est pas parfait, et c'est ça qui est plaisant. Dans un sens, il comprend que Jake veuille un petit peu sortir des sentiers battus et aller un peu en compte de certaines règles, parce que lui aussi le fait, même si ça lui déplaît un petit peu. Mais il sait mettre le là à quelques moments, et j'apprécie comment on le traite à de nombreux moments. Il a quelques passages un peu ennuyeux, mais au-delà de ça, j'apprécie, franchement. Mon second préféré, ça va jouer entre les trois enfants, et là, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce que je préfère ça va être, je pense que ça va être un ex-aequo entre Jake et Ted. Je n'arrive pas à les départager. Jake peut être vraiment sympathique par moment. Et on peut sentir un petit peu sa peine, le poids du monde sur ses épaules et le fait qu'il essaye de bien faire en dépit d'être un ado qui veut s'amuser. Et oui, il a quelques relations qui passent très bien, je le redis, étant donné que c'est le héros central, et il brille souvent à cet égard-là. Mais il y a régulièrement des épisodes où c'est un peu trop un petit con qui réfléchit pas à ce qu'il fait. Et il ne retient pas de leçon de ça. Même à la fin de certains épisodes où on sent qu'il pourrait avoir retenu une leçon de ça, et ben plusieurs épisodes plus tard, il refait ce même genre de boulettes, de conneries, et ça se répète régulièrement, ça amenuise pas mal mon impression de Jack à cet égard-là, et c'est franchement dommage, parce que je trouve quand même que une partie de ces exactions de ces petites bêtises sont justifiables par son âge et le fait que, ben voilà, il se cherche encore, il a besoin d'avoir une vie, mais des fois c'est pas justifiable. Et des fois ça rabaisse beaucoup le personnage.
Ted, c'est quelque chose d'un peu similaire, mais pas exactement sur la même vibe, si j'ose dire. Ted est un petit peu le loufoque de service qui a de nombreuses réparties, de nombreux commentaires qui peuvent faire mouche. Mais, des fois, il peut être lourd. Des fois, il peut avoir ce côté « je suis un benet » beaucoup trop appuyé de façon à forcer pas mal de points. C'est une fine ligne que vous dépassez de temps en temps. Mais une grande majorité du temps, ça va, il passe bien et je trouve même que c'est potentiellement, possiblement le plus drôle des personnages quand il est réussi, quand il sait avoir les bons commentaires, les bonnes répliques quand il faut. Des fois, quand on force la connerie, quand l'écriture est beaucoup trop grossière autour de lui, eh ben, ça le rabaisse trop et il devient lourd. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Globalement, dans l'approche, j'aime bien et ça marche majoritairement, mais il y a une minorité pas négligeable du temps où c'est lourd et ça le foire, le personnage. Mais oui, je les préfère quand même un petit peu à Tracy, Miss donneuse de leçons, Miss je me la pète parce que je suis cool. Pas mon truc dans l'approche. Bon, au-delà de ça, je suis désolé, il n'y a pas que ça chez Tracy. Et ça va, son lien avec ses parents, comment elle a du mal avec le fait qu'il soit pas tout le temps présent. Je trouve que c'est appréciable de jouer là-dessus, ça donne des interactions cool. Elle sait être un petit peu cinglante avec Ted et de temps en temps, elle sait se mettre en avant de façon très acceptable pour montrer que bon, elle fait partie du groupe et qu'elle aide comme elle peut. Donc oui, ça va, c'est juste que oui, elle a ce côté un peu donneuse de leçons qui devient un petit peu lourd, surtout quand une partie du temps importante, je trouve qu'elle n'est pas super bien placée pour parler. Néanmoins, ouais, le pire, sans grande surprise pour vous, je pense, si vous m'avez un petit peu suivi, c'est Lao-Chi. Lao-Chi, le stéréotype du vieux sage qui dit à Jake comment faire avec ses expressions toutes faites de mes fesses, caricaturales, et qui est un sale connard. Je suis désolé, c'est un sale connard. À de nombreux moments, il veut enseigner quelque chose à Jake à la dure, et il se rend pas compte du fait qu'il se comporte en sale con. Et que c'est lui le principal problème de comment Jake se sent mal. Alors, pas tout le temps, une fois de plus, mais à de nombreux moments, il vient fourrer son nez quelque part, foutre la merde, brimer Jake, ou juste être beaucoup trop dur avec lui alors que ça ne sert à rien d'être comme ça, sachant qu'en plus c'est son petit-fils, je précise, je rappelle, et à cause de ça, il devient souvent imbuvable. Pas tout le temps, qu'on soit bien d'accord. À plusieurs reprises, il passe très acceptablement et il sait avoir, à quelques reprises également, des interactions sympathiques. Je le redis, notamment un épisode que je trouve assez mignon où il passe un peu de temps avec Ellie pour appuyer qu'il aime bien pour Halloween. C'était cool, ça aussi. Et il y a quelques moments où lui et Jake se comprennent. Et oui, l'avant-dernier épisode où il finit enfin par comprendre qu'il s'est mal comporté avec lui, ça vient beaucoup trop tardivement après tout ce qu'on s'est tapé, mais oui, ce moment est un petit peu joli aussi. Voilà, il a des moments un peu jolis, mais une majorité du temps, il est insupportable. Et ça n'aide pas. Soit c'est un cliché pas particulièrement drôle, soit c'est quelqu'un d'antipathique dans un sens. La minorité, pas négligeable du temps où ce n'est pas le cas, ça va sans plus. Donc c'est un personnage un peu négatif, pas le pire qui soit, mais ouais, c'est clair qu'elle est net que je le préfère à 88 et 89. Hein. Oui, ouais. Bon, il reste plus qu'à parler des épisodes, en commençant par le meilleur, le top 3. Alors ça n'a pas été forcément le plus compliqué à faire, même si... Alors ça n'a pas été forcément le plus compliqué à faire, même s'il n'y en a aucun qui soit ultra démarqué. Pour moi, aucun épisode n'est excellent, je suis désolé, il y a toujours des moments pour foutre en l'air les enjeux, rendre le truc un peu plus plein, un peu plus mature. C'est dommage, mais n'empêche que une majorité du temps, les épisodes dont je vais parler passent très bien. Et on va commencer par le final de la saison 1, la traque, où Jake passe du temps avec différentes créatures magiques à devoir les surveiller alors que le chasseur et sa troupe, avec Rose la chasseresse,
sont sur leur piste et les ont capturés. Donc ils veulent mettre en place un jeu de traque, comme c'est indiqué, afin de les avoir, mais Jake et compagnie vont s'en sortir grâce à leurs compétences. Ça va un peu vite, et je trouve que c'est géré euh, beaucoup trop à la va-vite, tout simplement, la façon dont on gère les différentes compétences de nos personnages un peu parias, parce que les gens avec qui se trouve Jack sont pas la fine fleur des créatures magiques, on va dire, mais ils doivent passer outre ça, utiliser leurs trucs pour arriver à s'en sortir, et c'est relativement inspirant dans l'idée. Mais ce qui marche bien, c'est surtout les interactions entre Jake et Rose. C'est un moment pivot dans la relation entre Jake et Rose, et c'est la raison principale pour laquelle je mets cet épisode en numéro 3. Oui, on a beaucoup d'interactions très réussies entre Jake, qui sait maintenant que Rose est la chasseresse, et donc la chasseresse en question, avec la petite révélation de fin qui marque beaucoup. Très très efficace. Sans ça, ça aurait été un épisode pas trop mal sans plus, mais ça élève le niveau en bien et top 3 de justesse. Numéro 2, tel père, tel fils. Un épisode centré sur Jack et John, son père. Alors, je suis pas ultra fan de John quand il est secondaire, bizarrement. Ou dans l'épisode centré sur le voyage dans le temps qui était nul à chier, mais bon, c'est pas tout à fait dans mon flop 3 là aussi, qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup d'épisodes discutables. Au-delà de ça, quand on se centre vraiment sur lui et sa relation avec Jack de façon appuyée dans un épisode, ça donne quelque chose d'assez touchant. Dans la saison 1, il y avait un épisode qui était centré un petit peu sur ça, sur le fait qu'il veut passer du temps avec lui en camping, et il se sent un petit peu mal de pas attirer son attention, c'est quand même un petit peu joli ça, et le meilleur pour moi c'est clairement celui-ci, tel père tel fils, hein, l'épisode réussi, sans problème, hein, c'est le deuxième meilleur pour moi, où on met en place une menace qui marche bien, je pense que ce sont les meilleurs méchants de passage, une famille de vampires un peu centenaires, millénaires, qui ont déjà tué d'autres dragons avant, c'est-à-dire qu'on voit le niveau, hein, et qui viennent à New York pour se nourrir de l'American Dragon. C'est-à-dire qu'on s'attaque directement à Jack. Et il va y avoir un quiproquo, ils vont croire que c'est John, l'American Dragon, et pas Jake, et donc il va jouer un petit peu là-dessus, Jake. C'est pas sensationnel dans les faits, mais c'est suffisamment rigolo, et ça passe bien, mais ce qui est fort là-dedans, c'est surtout la relation entre John et Jake, et il commence à se répercute avec la confrontation avec cela. À un moment donné, lorsque Jake se fait un petit peu abattre par eux, et qu'il arrive, il sait pas exactement ce qui se passe, mais il sait que son enfant est en danger, il est prêt à tout pour le protéger. Et ça, c'est un moment assez important. Et ça déchire pas mal au moment de personnage, franchement. En créant du suspense, parce que ça s'est joué à pas grand chose pour qu'ils arrivent à battre ces ennemis-là. Et ouais, avec une conclusion qui est très touchante, avec Jake qui passe du temps avec son père pour appuyer qu'il y a quelque chose, une sorte d'héritage qui se transmet et qui se transmettra dans le futur. C'est très joli ça. Très bon moment, hein, le meilleur. Je trouve qu'en termes d'émotion, c'est le plus réussi du lot, même si le numéro est pas loin. Mais tout de même, Nouveau Départ, qui est une conclusion en dépit de son titre, est le meilleur épisode pour moi. Parce que oui, c'est la conclusion des chasseurs, dans un moment qui a été un peu filé durant toute cette saison 2, et qui mériterait largement plus d'être l'épisode final de la série. C'est beaucoup plus efficace sur tellement de points, même si il y a des éléments qui auraient pu être mieux faits. Comme je dis, 88-89, on n'aurait pas dû passer du temps sur eux, et la petite sous-intrigue sur Télétrécie, discutable. Au-delà de ça, nickel, nickel, on passe plus de temps sur Jack, Rose, on oublie l'épisode 18 qui a eu lieu avant, et on n'y pense pas, et il y a quelque chose de très touchant dans le fait qu'ils sont un peu sur la fin de cette lutte pour trouver les statuettes, pour invoquer la puissance de contrôle des différentes races du monde, en fait, pour arriver à ce moment un petit peu épique, ce moment où nos dragons, une grande partie de nos dragons se battent contre les chasseurs, dans un moment un petit peu final où la vie des dragons, la vie des créatures magiques est en jeu. Les enjeux pètent bien, on conclut tout l'arc autour de l'histoire de Rose, qu'elle a voulu retrouver son histoire avec les chasseurs dans un moment dramatique fort qui ose partir sur une conclusion qui est très douce amère. J'ai beaucoup aimé ça.
Franchement, je vais même pas te dire ce qui se passe au cas où vous n'ayez pas encore suivi la série. Ça vaut le coup rien que pour cet épisode-là, en dépit des petites grossièretés. Cet épisode est très réussi dans ses enjeux, dans la conclusion d'une relation, la conclusion de tout un arc, de tout un ennemi, la conclusion de beaucoup de choses en même temps. C'est excellent. Et oui, franchement, la vraie conclusion qu'on aura eu 11 épisodes plus tard était clairement pas à ce niveau-là. Mais bon, c'était pas mauvais non plus, et on va parler des pires maintenant. Alors, je vais essayer de faire les deux premiers vite. En numéro 3, nous avons l'œuf de la saison 1, un des nombreux demi-épisodes qu'on a eu, et c'est le pire, de loin, parce que c'est débile. C'est une course-poursuite moisie autour d'un œuf à protéger, des gars qui s'enchaînent, comme par hasard, n'importe quoi tesque qu'on nous fourre à la gorge régulièrement, c'est insupportable. Voilà, insupportable. Il y a d'autres demi-épisodes qui sont mauvais, mais celui-ci était juste imbuvable du début à la fin. Et la seule raison pour laquelle il n'est pas plus haut, c'est que voilà, il se donne aucune ambition en fait. C'était juste un épisode comme ça qui raconte juste une péripétie comme ça. Et voilà, c'est tout. En numéro 2, nous avons le repas de famille. Là, il y a des ambitions et vous leur chiez dessus à mort. C'est Jack et sa famille proche qui viennent rendre visite aux cousins, tantes, oncles, etc., où on fait des blagues vraiment très en dessous de la ceinture. Parce que oui, les cousins et compagnie, ce sont des gros nulos. Mais vraiment, c'est ce genre de considération de merde où ma famille est mieux que la tienne. On a vraiment un biais de favoritisme, etc. Et ça ne vole jamais plus haut que ça. Il a une espèce de rivalité avec son cousin, je sais plus comment il s'appelle, de mes couilles, qui va nulle part. Il y a une espèce de truc à gérer avec un peuple requin. Ça aurait pu être un peu bien intégré dans autre chose, mais ça se noie dans quelque chose de sans intérêt, sans mauvais jeu de mots. Voilà, c'est juste des querelles de famille de merde, du début à la fin, et à aucun moment ça ne décolle. C'est insupportable de passer autant de temps sur des ahuris pour n'en tirer rien du tout. Et c'est un gâchis de ce qu'aurait pu être la famille étendue de Jack Long. On aurait pu donner quelque chose de plus fort, comme on l'a fait avec Kim Possible à de nombreux moments, mais non, on fait cette merde. Mais bon, le pire épisode pour moi, et je pense que ce sera pas du goût de tout le monde, c'est la croisière d'amour. Le seul épisode où on chie sur la relation de Jack Rose. L'épisode qui fout en l'air tellement de trucs pour moi que je préfère vraiment faire comme s'il n'existait pas. Sa non-existence arrangerait tellement de trucs. Mais oui, je vais pas faire comme si c'était la pire configuration, enfin la chose la plus mal écrite qui soit en termes d'humour, de mise en place, etc. C'est naze. C'est naze, dans un sens, on pourrait faire mieux, mais on pourrait faire pire, mais on pourrait faire beaucoup mieux aussi. C'est Cupidon qui laisse son arc comme ça à l'American Dragon, parce que pourquoi pas, merde. Et il va essayer de s'en servir parce qu'il se sent lésé par Rose. Et il va en profiter pour donner à Tal et Tracy l'amour de leur vie rapidement. Mais ça va pas bien se faire, puisque voilà, utiliser l'arc de Cupidon, ça amène des problèmes. Et ça va être des trucs qu'ils vont devoir corriger, parce que c'est Jack qui a foutu la merde. On lui a refilé un truc, il l'a mal employé. Son grand-père a même pas fait gaffe alors qu'il a compris qu'il pouvait être ami quelque chose avec, cette espèce d'abruti. Et voilà, ça s'enligne n'importe comment. Ça aurait pu être pire, dans le genre. J'ai vu pire dans cette série en termes de mise en place foireuse. Mais ce qui m'irrite vraiment là-dedans, c'est tout le sous-entendu moral derrière ça. Jake peut avoir de temps en temps des décisions dans certains épisodes qui le rendent détestable. Mais vraiment, il n'y a pas que cet épisode-là, il y en a d'autres. Mais c'est le pire, celui-là. De loin le pire. Parce que, en pensant rapidement, sans faire de recherche, rien, que Rose le trompe avec quelqu'un d'autre, il se dit, je vais te forcer à m'aimer. Je vais te décocher une flèche de Cupidon. Je vais te manipuler l'esprit pour te forcer à tomber amoureuse de moi.
Si vous ne voyez pas de problème moral là-dedans, je vous encule. Pour des héros qui sont censés faire le bien, comme Jake, donc Ted et Tracy, bon, qui ont leur petit moment égoïste, mais pas à ce stade-là, ne pas comprendre le problème moral dans cet acte-là, c'est insultant. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui les rabaisse tellement à mes yeux. C'est le pire moment pour les trois, hein. Franchement, Ted a des moments super chiants, Tracy aussi des moments super chiants, mais c'est le pire pour eux aussi, parce qu'ils étaient complètement d'accord pour forcer deux personnes qui ne s'intéressaient pas à eux, sachant que pour Tracy ça allait très bien, au passage, c'est juste qu'elle pouvait pas être là parce qu'elle était malade, mais au bout du compte elle est plus trop malade que ça, c'est une consistance aussi, c'est pas super bien écrit, je rappelle. Ouais quoi, alors forcer deux personnes à tomber amoureux d'eux. Et s'ils le regrettent après, ok, tant pis, tant mieux, mais il n'y a même pas de leçon qui est tirée de ça en plus. Mais c'est surtout Jake qui, après tout ce que Rose a vécu, après tout ce qu'il a vécu avec Rose, va pas réfléchir plus que ça et va partir sur cette extrémité-là. Va te faire enculer, Jake. Va bien te faire enculer. Franchement, ça m'irrite au plus haut point, hein. En plus du fait de créer un bordel sans nom qui est ridicule à de nombreux moments, cette décision-là m'a vraiment fait revoir beaucoup à la baisse le héros central. Avant, je lui pardonnais certains trucs, même si c'était discutable, vraiment discutable. Là, après coup, je lui ai plus rien pardonné, hein. Quand il a fait une boulette, quand il a plus réfléchi, c'était un connard et franchement, je lui trouvais plus d'excuses. Et ouais, c'est le seul épisode centré sur la relation Jake-Rose qui se plante, qui fout ça en l'air. Et c'est en ça que c'est en particulier en ça que ça mérite, c'est que s'il y avait bien un truc qui était consistant de qualité jusqu'à présent, avant cet épisode, c'était la relation Jake-Rose. Il y avait quasiment aucune fausse note, c'était nickel, même s'il y a des trucs qui allaient vite, mais au-delà de ça, c'était nickel. Et maintenant, vous me fourrez ça. Cette décision de merde. Et vous savez ce qui est particulièrement irritant avec ça? J'en ai parlé donc dans les points négatifs. C'est que, avec ce qu'il a fait Jake, avec les conséquences qui sont tombées à cause de ça, il donne pas une seconde l'impression d'avoir retenu une leçon quelconque. En fait, il est beaucoup moins réprimandé après ce qu'il a fait, qu'aurait pu être ultra catastrophique si ça n'avait pas été enrayé à la dernière seconde. Il est à peine réprimandé par Foodog, mais vraiment à peine, pour ça. Alors qu'il a fait des trucs beaucoup moins graves qu'avant, des trucs qui dépendaient pas vraiment de lui, qui sont tombés avant, et il s'en est pris plein la gueule. Il s'est senti mal, on lui a bien dit que c'était pas bien ce qu'il a fait, mais là, non. Ce qu'il a fait, c'était juste la petite boulette du jour, pas trop grave, faut corriger ça. Et le seul problème, c'est que Rose, avec ce qui s'est passé, sent que leur relation les met en danger. Ce qui n'appuie rien de toute façon, puisque 2 épisodes plus tard, eh ben, ils pensent encore à être ensemble, quoi. C'est mon cul. Cet épisode, c'est un crachat pour moi. C'est un véritable crachat à la gueule de tout ce qui pouvait vraiment marcher. Même si ça n'a pas complètement foutu ça en l'air, je trouve toujours que la relation Jake-Rose est très bien si j'omets ça. Mais vraiment, tout ce qui marche, je dois toujours appuyer maintenant si j'omets l'épisode 18. Je suis désolé, mais il y a ça. Et c'est ce qui en fait de loin, le pire épisode de cette série pour moi. Même s'il y a des épisodes qui sont techniquement plus cons, plus stupides, plus débilitants que ça, je trouve que c'est le plus insultant de très 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 loin. Voilà. C'était le bilan d'American Dragon Jake Long. Voilà, tout juste correct. Dommage, hein, je m'attendais à tellement plus. Pour la suite, j'hésite entre 2 choix, mais je vous préviens tout de suite, il va y avoir une longue période de pause de facilement 3-4 semaines. Facilement. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu en détail à un autre moment. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye!